Salut les nomades sédentaires. Alors on continue notre série avec des entrevues avec plusieurs personnes que je contacte qui sont présentement en Gaspésie et qui viennent d'ailleurs, qui ont des origines ou une culture différente. Donc on jase un peu avec eux pour les découvrir, un peu comme on a fait avec monsieur l'abbé Serge Tidjani là cette semaine. C'est ni plus ni moins la conjointe de notre cher directeur Mirko da Silva. J'ai donc discuté avec Radi Heng, qui est originaire du Cambodge, donc qui nous partage un peu ses origines et son adaptation ici en Gaspésie. Voilà, donc là je vous parle, moi en tant que nomade non sédentaire, je vous parle presque en direct du Mexique où je suis présentement. Oui, j'ai réussi à passer la frontière in extremis avant que le Canada annule les avions pour y aller et même pouvoir y retourner. Donc on se verra peut-être plus tard dans la saison si nous réussissons à rentrer. Mais d'ici là, on continue à faire nos émissions et bien sûr on fera quelques topos en direct ici du soleil. Donc je vous laisse avec Radi Heng et puis voilà pour découvrir une autre belle personne. À la semaine prochaine. Je te propose ici une autre façon de découvrir le monde. Ouvre grand tes oreilles et tes yeux, mais surtout ton esprit. Car en chacun de nous sommeille un esprit nomade qui souhaite se réveiller. Ouais. Bon, je m'appelle Radi Heng, je viens du Cambodge et même mon nom a une histoire. C'est pas mon vrai nom. Ah oui, c'est-à-dire? Je suis réfugiée politique et ma famille et moi étions dans un camp de réfugiés et lorsqu'on a quitté le camp, on a laissé nos vrais noms à une autre famille pour qu'ils aient le droit d'avoir leur portion de nourriture quotidienne. Ok, alors peut-être explique-nous comment ça marchait à ce moment-là dans les camps, alors du coup. Dans les camps de réfugiés, chaque famille qui était admise au camp avait droit à une portion de nourriture quotidienne. Alors, il fallait passer par la bureaucratie pour avoir droit à cette nourriture. Alors, au lieu de faire attendre une autre famille qui n'avait pas la scolarité ou les connaissances de pouvoir avoir accès à cette nourriture-là, mon père, lui, étant enseignant et avec beaucoup plus d'éducation, il a facilité la tâche à d'autres familles. D'accord. Donc, en fait, est-ce que tu te souviens donc de ton vrai nom de famille? Mon nom de famille, c'est le même, c'est juste les prénoms qui ont changé. D'accord, d'accord. Et donc, c'est quoi, du coup, ton ancien prénom, entre guillemets? Oh. Mon vrai nom, c'est Vira. D'accord, ok. Oui. Ouais, intéressant. Du coup, quand vous êtes arrivé ici, donc là, tu t'es appelé administrativement Radi, c'est ça, de ton prénom? C'est bien ça. Oui, mon père a préservé la dernière syllabe de mon prénom et a rajouté la syllabe Di, parce qu'en Thaïlande, ça veut dire bonne, puis il voulait avoir une bonne fille. D'accord. Donc, du Cambodge, vous êtes arrivé directement au Canada? Le camp de réfugiés était au Thaïlande. Au Thaïlande, il a fait plusieurs demandes. Et étant déjà professeur de français, connaissant déjà la langue, il a été accepté en France, aux États-Unis, même au Québec, et il a choisi le Québec. Ok. Et vous êtes arrivé à Montréal? À Montréal, oui, on a été parrainé par une église anglicane. Alors, toute la famille a été parrainée. On est tous émigrés en même temps. Là. Et à ce moment-là, tu avais quel âge? J'avais à peine 1 an. 1 an, d'accord. Donc du coup, toi, j'imagine de tous tes souvenirs sont vraiment basés plus au Québec avec la vie à Montréal. Les souvenirs sont basés sur ce que mes parents m'ont raconté. D'accord.
Tes parents sont toujours en vie? Mes deux parents sont en vie, mais sont séparés. D'accord. Est-ce qu'ils gardent, eux, de ça? Est-ce qu'ils en parlent encore de ce passé-là ou Ma mère a beaucoup plus de facilité à verbaliser sur son vécu que mon père. Mon père a vécu beaucoup de traumatismes et il y a un blocage émotionnel. Alors, de lui, on a beaucoup moins d'histoires ou beaucoup moins de communication. Ok. Bon, maintenant, c'est quoi ton lien avec la Gaspésie, si on en vient un peu à la région? Ah, mon lien Tu es avec la où là? Gaspésie, ça commence par un rêve d'enfance. Euh, à l'école, on avait des cours d'histoire, des cours de... On nous apprenait les régions du Québec et tout ça. Et mon professeur avait un guide touristique de la Gaspésie et elle avait apporté une roche du Rocher Percé. Alors, j'ai toujours eu comme rêve de venir en Gaspésie. Puis comment ça s'est réalisé, ce rêve-là? Ce rêve-là, disons que à 18 ans, j'ai fermé la switch et j'ai dit je pars toute seule avec mon pack-sac et j'ai pris l'autobus, je me suis emmenée en Gaspésie et j'ai rencontré mon mari, alors je suis restée depuis. Ok, d'accord. Donc tu t'es matché avec un Gaspésien. Oui, c'est ça. D'accord. Puis maintenant, plus au niveau j'imagine que depuis que tu as un an, tu es à Montréal, est-ce que tu parles deux langues ou deux, trois langues par rapport à tes origines ou est-ce que tu parles uniquement le français, le québécois? Je suis trilingue. Ma langue maternelle, c'est le Khmer. Khmer, c'est la langue cambodgienne. Je parle aussi le français, bien sûr, parce que mon père est professeur de français. Et l'anglais, je l'ai appris à l'école. D'accord. Donc en fait, ici maintenant, quand tu arrêtes, depuis quelle année tu es ici en Gaspésie? Depuis 98, ça fait 22 ans. D'accord, ok. Maintenant, souvent, la question que je demande, c'est comment ça s'est passé ton adaptation ici? Est-ce que ça a été un choc culturel? Est-ce que ça a été, bah, je sais que tu venais déjà de Montréal, mais ça peut déjà être un choc culturel pour les Montréalais de venir en Gaspésie, mais pour une Cambodgienne d'origine, ou je ne sais pas si selon ton éducation, tu voyais déjà, est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que ça a été facile? Mon intégration au début a été très difficile parce que, étant aussi cambodgienne et en même temps, mon père était professeur de français, alors à la maison, on parlait un français correct. En arrivant ici en Gaspésie, lorsque je parlais avec les gens sont d'habitude très chaleureux avec les étrangers. Mais lorsque c'est pour avoir une relation avec eux, ils disaient que je perlais, que je pétais de la boue, que je me prenais pour un autre, et que l'approche était difficile à ce point-là. J'ai dû apprendre à prendre l'accent des Gaspésiens, leur parler pour pouvoir m'intégrer. D'accord. Il fallait que je me fasse assimiler. Il fallait passer des tests au niveau du vocabulaire. Oui, oui. Ok. Mais j'imagine que, parce que c'est ça souvent quand on est vraiment euh, étranger de loin, on a souvent même une autre, c'est sur notre face que c'est gravé qu'on n'est pas d'ici, que ce soit par la couleur de la peau ou par les accents ou par le physique. Est-ce que au niveau de, parce que j'imagine que depuis que tu es là, tu t'es intégré même au niveau du travail, tu as pu, t'as pu te rentrer dans le milieu professionnel, t'as pu, est-ce que c'est quand tu parles de l'intégration à ce niveau-là, est-ce que c'est sûrement au niveau pour faire des relations sociales amicales ou c'est surtout au niveau du travail Euh, ou les deux? les deux vont de pair parce que au milieu de travail, tu n'as pas le choix de faire un minimum de social, même si c'est pour la camaraderie professionnelle. Il y a quand même il y a quand même du social et ça a été très difficile pour moi parce que étant de Montréal et même d'une autre origine, une autre ethnie, c'était difficile l'intégration parce que la mentalité est parfois archaïque. C'est comme si on venait voler l'emploi ou l'ouvrage de quelqu'un d'autre, comme on m'a déjà dit, d'un pur laine. Ah oui, Alors, oui, c'était difficile. d'accord. Donc en fait, si on, est-ce que on pourrait nommer, on pourrait dire des fois que tu as ressenti un peu de, ben, j'allais dire de racisme un petit peu à ce niveau-là?
c'est le bon terme, le racisme. Oui, ok. Oui. Mais D'accord. je dirais, ce n'est pas un racisme direct, parce que le racisme, il y a une connotation de haine, tandis que ici, en Gaspésie, j'ai plus l'impression que c'est de l'ignorance, parce qu'ils n'ont pas de haine par rapport à ma race ou de la couleur de ma peau, parce que ça ne les dérange pas du tout. C'est juste une culture. Ils ont été élevés comme ça. Ok. Est-ce qu'après ces 22 ans-là, tu as vu une évolution là-dedans, le fait d'avoir pris le temps de prendre tes marques et de te faire connaître, j'imagine, est-ce que ça a évolué? Disons que j'ai appris aussi à changer. Ben, j'ai évolué en tant que personne. J'ai appris à baisser mes gardes. J'ai appris à m'ouvrir aux autres. Alors, ma perception des autres a beaucoup changé, celle qu'ils ont pour moi aussi. Ça va de pair. Ayant trouvé une zénitude, une paix intérieure et savoir qui j'étais, m'a permis de me faire mieux accepter par les autres car je leur offrais quelque chose de vrai. Puis j'imagine qu'avec ton conjoint là, qui est directeur d'une télé communautaire, tu as été amené à rencontrer peut-être un peu plus rapidement la communauté, entre guillemets. Est-ce que ça l'a pas Certainement, aidé? parce que je le suivais partout, à toutes les conférences de presse et toutes les rencontres jet-set. J'étais toujours accompagnée de mon conjoint. Ça m'a permis beaucoup de m'intégrer. J'ai quand même été caissière chez Desjardins. Alors, étant directement au service à la clientèle, devant les gens, à la caisse et avoir des contacts 1-1 avec le monde de par ici, ça m'a permis beaucoup de me faire beaucoup plus de m'intégrer à la société. Alors, juste pour nommer où tu es, parce qu'en Gaspésie, il y a des gens qui nous écoutent des fois à Petite-Vallée. Est-ce que toi, tu es dans le coin de Grande-Rivière, c'est ça? Moi, je suis dans le coin de Grande-Rivière. Ok. C'est proche de Percé, à peu près à 20 minutes de Percé. Et du coup, là, ce métier-là, t'as enchaîné quoi là, après ça, après être caissière chez Desjardins? Après avoir travaillé chez Desjardins, ça m'a permis d'aspirer à quelque chose de meilleur pour moi. Alors, j'ai décidé de retourner à l'école à 33 ans, faire un DEC d'infirmière. Et donc, dont maintenant tu exerces, hein, c'est ça? Présentement, je suis infirmière à l'hôpital de Chandler. D'accord. Donc là, tu es vraiment en plus en contact avec les clients, mais encore plus en intimité, j'imagine. Ça se passe Oui, bien à ce niveau-là? oui. Euh, c'est sûr que parfois, je ressens quand même encore du racisme. Travaillant avec des êtres humains, on ne peut pas les changer non plus. J'entends encore des remarques que je trouve drôles, mais quand même tristes. À me faire traiter de négresse ou des choses comme ça, ça m'arrive encore, oui. Ouais, donc tu y arrives à garder quand même une certaine légèreté vis-à-vis de ça? Je les confronte, oui. D'accord. Je les confronte, oui. Et puis maintenant, j'ai vu un peu passer sur les réseaux sociaux que tu exerces une autre passion en parallèle aussi, là. Plus au niveau je sais pas si on peut nommer ça comme de la fabrication de vêtements ou comme dans quoi tu exerces. Je dirais plus que je prône pour l'autosuffisance. Déjà, avec l'alimentation, avoir des poules et tout ça, j'ai appris étant jeune à coudre. Alors, je voulais aussi faire mon linge pour avoir des vêtements durables et faits par moi-même avec du tissu que j'ai choisi qui peuvent perdurer dans le temps et aussi pour réparer les vêtements que j'ai déjà pour ne pas consommer du fast fashion. C'est D'accord. plus là-dessus que je prône, je dirais. Et là, si on revient, là, on a fait un peu ton parcours en Gaspésie ici. Si on refait un lien avec le début par rapport à tes origines, est-ce que tu es déjà retourné au Cambodge, par exemple, ou est-ce que tu aimerais revenir là-bas, ou est-ce que tu explores ce côté-là, des fois, de retourner dans le pays d'origine? Ça dépend des moments de ma vie. Parfois, j'aurais le goût d'y retourner pour connaître mes origines et tout ça.
Mais j'irais plus dans une optique touristique. Voir, mon rêve, c'est d'aller voir Angkor Wat, bien sûr, c'est les temples cambodgiens. Mais il y a le côté plus dangereux qui me fait peur un peu. Parce que, étant cambodgienne, puis parlant la langue avec un accent québécois, j'aurais peur d'avoir des soucis là-bas. Ok. Parce que c'est encore un endroit un peu tendu, j'imagine, dans le monde ou... C'est quand même un peu tendu. C'est sûr qu'il y a beaucoup de touristes qui y vont, qui n'ont pas de problème, mais étant un type anxieux, ça me fait quand même peur. D'accord. Donc, est-ce que j'imagine tu reconnectes plus que tu peux avec ta famille qui est au Québec? Pardon? J'imagine qu'en ce moment, quand tu veux reconnecter avec les tiens, c'est parce que c'est avec ta famille qui est ici au Québec, tes enfants, tes parents. Oui, c'est bien ça. Ok. Et comment, si par exemple, ben là je comprends que peut-être tu retournerais pas tout de suite, mais du côté un peu, parce que là c'est un peu le sujet des émissions Esprit Nomade, hein, il y a des nomades plus sédentaires ou des gens qui ont voyagé, qui ont bougé une fois, tout ça. Mais est-ce que tu ressens des fois un manque de pas être entouré forcément des gens, j'allais dire comme toi, c'est-à-dire des gens qui comprennent un peu ce que tu vis ou des gens vu que ta famille, j'imagine elle n'est pas à Grande-Rivière, non? C'est ça, elle est plus à Montréal. C'est sûr, mais j'ai quitté ma maison, j'avais 12 ans. J'ai un parcours vraiment atypique. Je me suis mariée à 14 ans. J'ai été mère à 15 ans. Alors, l'appartenance d'une communauté ou d'une famille, je ne l'ai pas réellement. C'est, c'est plus moi qui me suis fait ma propre famille, mais les propres gens qui m'entourent. Présentement, je me sens gaspésienne, puis ici, c'est ma terre. Pour moi, c'est considéré comme ma terre natale, même si je ne suis pas née. Là. Hmm. Parce que c'est la vie que j'ai adoptée, la vie que j'ai choisie. Donc maintenant, c'est là où Ça tu es répond bien. pas à ta question. Hein? Si? Ah oui, oui. Non, si. Et du coup, c'est là que je réalise que c'est là où tu es bien maintenant. C'est ça, t'as formé ta propre communauté. Puis c'est là où tu te sens bien, c'est là que tu te sens chez toi, en fait. Oui, parce que c'est le mode de vie que j'ai choisi. Puis c'est ici que ça représente le mieux ce que je veux parce que je suis plus connectée à la nature, je peux plus pratiquer ce que j'aime ici qui me ressemble le plus. Bon, puis maintenant, on peut te classer, j'imagine, un peu comme citoyenne du monde. Mais si tu voulais explorer des nouveaux horizons en dehors du Cambodge, tout ça, juste, est-ce que tu as des pays qui t'attirent ou tu aimerais vraiment aller visiter? Ah, c'est sûr que j'aimerais bien aller voir le Mexique. C'est sûr et certain. C'était dans notre projet avant la pandémie. J'avais même économisé mon argent et tout pour y aller. D'accord. Oui. En plus, tu es quand même typée mexicaine, hein? Ah oui! Ouais, oui. Hey, moi, une semaine au Mexique, puis je parle espagnol. Hein? Ouais, ouais, c'est assez facile à apprendre comme langue. Est-ce que tu as d'autres pays comme ça qui t'attirent? Est-ce que tu es plus type soleil, pays du Sud ou peu importe? Non, pas vraiment. Je suis plus du type à rechercher quelque chose qui m'allume. Dans le sud, j'aimerais Hawaï pour les ukulélés parce que j'ai une passion pour les ukulélés aussi. Euh, Sinon, l'Ouest canadien pour les arbres, la nature et tout ça, les paysages et tout. Mais il faut vraiment qu'il y ait un intérêt pour moi. Et c'est pas le lieu, mais ce que la place m'offre. D'accord. Est-ce que tu as des échos de comment ça se vit? Est-ce que tu as des liens, je ne pense pas que je t'ai demandé ça, mais est-ce que tu as encore des connexions et des liens avec des gens de ta famille qui seraient encore au Cambodge? J'ai déjà repris contact avec le fils de ma sage-femme. Ok, Puis, pendant un certain moment de ma vie, j'ai envoyé un peu de sous pour l'aider, tout ça.
Sinon, ma mère, avec Internet et tout, c'est beaucoup plus facile de garder des liens. Ma mère elle parle à sa famille à tous les jours Et du coup, est-ce via qu'avec FaceTime. avec ce qu'elle te raconte, elle, est-ce que tu as des échos un peu, comment ça se passe au niveau de la pandémie? Est-ce qu'ils vivent un peu la même chose qu'on vit ici en Amérique du Nord? J'en ai pas entendu parler sérieusement. Je pense pas qu'ils vivent la même réalité que nous autres parce qu'il fait plus chaud par chez nous. Comme dans toutes les autres places où il fait chaud, ils vivent pas ça du tout. Ouais, hein, ça a l'air de ça ici aussi. Et Intéressant. contrairement à ici, les rassemblements de foule, c'est pas intérieur et rarement qu'il y a un intérieur. Même les maisons au Cambodge, en tout cas dans ma famille à moi, les maisons, il y a personne qui vit dans les maisons. Ma mère s'est acheté une maison au Cambodge puis inhabitée. La famille vit à l'extérieur ou sous la maison, sans Qu'est-ce que tu veux mur. Là. dire? Qu'est-ce que tu veux Les dire? maisons sont bâties comme en genre de pilotis, Ah oui, mais en dessous des maisons, il n'y a pas de mur. Puis ils vivent plus sous la maison que dans la maison. Alors, parce ils que ne c'est vivent plus pas en confortable. un endroit clos. D'accord. Ouais, hein, c'est beaucoup vivre dehors, hein. Mm. Oui, Est-ce que tu aimes cette idée-là, là? J'imagine en Gaspésie, c'est un peu plus dur de faire ça à il l'année, fait trop mais froid. ouais. Et j'aimerais juste revenir pour terminer sur un sujet, moi, qui m'interpelle beaucoup aussi, c'est, tu parlais d'autonomie un petit peu. Euh, L'autosuffisance. L'autosuffisance, ouais, j'imagine ça amène aussi le terme d'autonomie, d'être le plus indépendant possible. Et pourquoi est-ce que ça vient de chercher ce sujet-là? Est-ce que c'est par rapport à la pandémie ou c'est en général? C'est quelque chose qui t'attire depuis déjà un C'est moment? quelque chose qui m'attirait beaucoup même avant la pandémie. J'ai commencé à avoir les poules 1 an avant la pandémie. Disons que venant d'une famille qui a fui la guerre et qui a connu le crash d'un pays, disons, on a déjà été apatrides aussi. Alors, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Même tout ce qui est survivalisme, survie en forêt, et je pratique tout ça dans mes loisirs, dans mes temps libres. C'est toujours quelque chose qui fait partie de mon mode de vie. Ça peut toujours servir parce que lorsqu'on est en situation de danger ou de besoin, c'est pas à ce moment-là qu'il faut le pratiquer. Il faut que ça soit inné, il faut que ça soit quelque chose que ça soit un automatisme. D'accord. Donc j'imagine que là, c'est vraiment quelque chose je ne sais pas si c'est une passion, mais si c'est quelque chose qui t'as de l'intérêt, t'as même, est-ce que tu as commencé même un jardin, tout ça, pour planter, avoir un potager? Le jardin, c'est venu avec la pandémie, par contre, parce que la municipalité de Sainte-Thérèse a eu un projet pour aider ses citoyens d'avoir accès à un jardin. Alors, il offrait aux citoyens de venir ouvrir un jardin gratuitement avec un gros bucket de compost. C'était une initiative très appréciée de la municipalité et j'en ai profité. J'étais Ah, la cool. première sur la liste. Ah, cool. Les deux vidéos que tu m'as envoyées, là, on voyait les poussins dans les paniers. Ben oui, je Ah, savais que tes enfants sont habitués de voir des poules chez vous, mais bah c'était cute. oui. Non, bah là, ça, notre propriétaire, il en a là des poules et puis on a même une chèvre sur le terrain, donc c'est le fun. Oh! Trop cool! Mais là, je me demandais, c'est-tu des poussins que toi, tu as pris, que tu as dans tes... Dans le fond, j'ai commandé des œufs fécondés par la poste et je les ai mis sous ma poule Ok, waouh. et elles les ont couvés. Et ça a donné ça, tout ça? Ça a marché? Oui, parce que ma poule était déjà en mode de couvaison. C'est facile à voir. Ils sont comme plus chauds, ils veulent plus sortir du nid. Lorsqu'on les touche, ils hérissent des poils, des plumes. Là. Ouais, Mais oui, elle est en mode couvaison. Alors, au lieu de les épuiser, parce qu'ils vont couver dans le vide pendant plusieurs mois, parce que si on ne leur donne pas d'œufs, à moins de réussir à les faire changer d'idée, qui est très difficile. Alors, j'ai commandé des œufs et je les ai mis sous la poule. d'accord, ok. Ah, bon. Ah, c'est impressionnant, alors que tout ça, ça ait marché. Oui, mais c'est beaucoup mieux que par incubateur. Incubateur, ça peut réussir, mais il faut contrôler le taux de température, d'humidité. Et aussi, les poussins sont comme
laissés à eux-mêmes. Tandis qu'avec une maman poule, ils ont l'éducation, la mère va les réchauffer, la température est toujours parfaite. Aussi, il y a la communication qui est très importante. Il y a comme l'éducation aussi, respecter la hiérarchie et trouver la nourriture, puis connaître le langage et tout ça. Et aussi l'effet contact, comme un enfant né avec sa mère, le peau à peau, comment c'est bénéfique. Alors, les poussins sont beaucoup plus robustes que dans un incubateur. Mais de toute façon, tout ce qui est naturel, c'est toujours mieux. C'est ça que j'allais dire, hein. La voie naturelle, c'est la meilleure. Puis c'est Comme un moi, bel j'ai eu 3 exemple. enfants et je les ai allaités tous les 3. Là. La température est toujours bonne, pas besoin de chauffer le bouteille, la Ouais, digestion est meilleure. c'est vrai. Ouais, un petit exemple de leçon de vie là qu'on pourrait adapter pour les humains, ce serait parfait. Oui, mais c'est quelque chose qui devrait être inné, on ne devrait même pas les enseigner. Mm. Tout le monde devrait savoir ça. Ouais, hein, mais j'imagine c'est en mettant la main dedans avec cette éducation-là ou la connaissance de tout ça qu'on peut faire des parallèles avec la vie en général et le rôle des humains dans Mais déjà. souvent, Mirko, il me fait voir ce côté-là que je n'avais pas vu parce que il y a beaucoup de choses que j'applique dans la vie de façon innée parce que mes parents me l'ont inculqué, parce que c'est comme ça que j'ai été élevée. Je m'en rends pas compte. Des fois, je me dis que c'est tout le monde sait faire ça. Il n'y a rien de spécial là-dedans, mais je dis non, non. Tu sais, souvent, je dis aux gens, je sais pas coudre, moi, parce que pour moi, coudre, c'est être une couturière, avoir des connaissances théoriques et tout ce qui est technique et tout ce qui est pointilleux. Moi, je fais juste coudre pour, comme hobby, comme amateur, hein, tu sais. Tandis que Mirko me fait comprendre qu'il y a du monde qui sont même pas capables de coudre. Ils ne savent même pas c'est quoi enfiler une aiguille. Là. Hmm. C'est toutes des affaires que pour moi, j'ai été élevée là-dedans. C'est normal. Hein. C'est vrai, hein, c'est vrai. Moi, je le vois en tant qu'un peu nomade. Comme là, présentement, je suis plus dans le sud, mais on voit que les gens ici sont beaucoup plus débrouillards en général. Oui, Donc, une certaine base de vie, ils savent déjà faire énormément de choses que dans les pays du Nord, on aurait dû faire ça comme une qualification avec des diplômes, puis se rendre à des niveaux plus théoriques. Mais les gens, dans le concret, ils sont débrouillards, quoi. C'est impressionnant. par la bande, j'essaie beaucoup de partager mon savoir, mes connaissances avec mon entourage, avec ma bru. Souvent, j'essaie de la faire voir les choses d'une autre façon. Comme, disons qu'elle veut faire un projet, je lui dis, regarde cet objet, elle sert à ça. Mais regarde tout ce que tu peux faire avec cet même objet, qui est autre que sa fonction destinée. C'est une façon de réussir à se débrouiller avec ce qu'on a autour de nous sans rien acheter. Moi, j'ai été élevée dans la pauvreté. Alors, lorsque j'avais besoin de faire quelque chose, de préparer quelque chose, je le faisais avec ce que j'avais sous la main. On n'allait pas au magasin. Hmm. Bon, bah alors ça veut dire que la prochaine fois, on va te revoir sûrement au Mexique, bien peut-être, si, Ah, j'espère. quand les vols vont réouvrir, parce qu'ils ont fermé juste un jour après que je sois parti. Au pire, on a le projet aussi de s'acheter une vanne. On va sûrement y aller en vanne. Ah oui, intéressant. Donc là, ça va dire que ça y est, tu rentreras peut-être un peu dans le nomadisme, le vrai. Oui, 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 c'est notre rêve, ça. Ça, Oui, ouais, ça t'attire vraiment, ça? oui, oui, oui. Est-ce que tu pourrais quand même, je sais pas, est-ce que tu parles, je t'ai pas demandé, mais est-ce que tu maîtrises la langue? Cambodgienne? Ouais. Je dirais que non, Est-ce que tu es capable au parce moins que de me dire comment tu t'appelles le en khmer est une cambodgien? langue complexe. Euh, En plus que je n'ai pas, j'ai pas resté chez nous longtemps et je ne suis pas allée à l'école non plus cambodgienne. Alors, je parle le cambodgien plus enfantin ou plus langage campagnard. Disons que si j'écoute une entrevue à la télévision ou une chanson cambodgienne, je comprendrais même pas la moitié de ce qu'ils disent. Mais je pratique un cambodgien fonctionnel. Je peux me faire comprendre, je suis capable d'essayer de communiquer avec quelqu'un avec des mots simples, des termes qu'on utilise à tous les jours, des termes courants. Mais sinon, le vrai cambodgien, avec les vrais termes et tout, là, il y a des mots que je ne connais même pas, là, comme histoire ou...
Il y a beaucoup de mots que je sais. Bah, juste alors pour entendre la mélodie, est-ce que tu pourrais nous dire bonjour, je m'appelle Radi? Oh mon Dieu, attends, comment je dis ça? Je suis capable de dire bonjour, mais je m'appelle. Bah, bonjour alors peut-être déjà? Oui, oui, je peux te dire bonjour, comment ça va? Oui, vas-y. OK. Tumripsua, ça c'est baïté. Est-ce que Ça c'est ça bonjour, sonne? comment ça va? Ouais, on sent comme un peu, je sais pas, une genre de mélodie un peu chinoise, hein, j'imagine. Y a-tu des racines là-dedans? Nous autres, on est plus de racines, des ancêtres plus de l'Inde que de la Chine. C'est drôle à dire. Notre écriture ressemble plus à l'arabe que des Chinois. Ah, d'accord, intéressant. Puis, notre langue d'origine, c'est le sanskrit. Alors, pas comme les Chinois du tout. Bah, en tout cas, on te souhaite une bonne continuation et que moins de confrontations, parce que si tu en vis toujours en Gaspésie, toujours après 22 ans, bah, mais dans l'ensemble, est-ce que tu te sentis quand même accueilli par certaines personnes? Oui, j'ai été choyée parce qu'en arrivant ici, j'ai eu une amie qui m'a pris sous son aile, puis souvent, je l'utilisais comme au travail, à l'hôpital, comme infirmière, lorsqu'il y en avait une qui était comme pas gentille avec moi. Je l'utilisais, je disais, hey, je suis l'amie d'une telle. Ah oui, ok, là, je t'ai plus acceptée. D'accord, ok. C'est comme ça que ça se passe. Faut avoir du pushing, puis il faut connaître les gens. Quand tu connais un tel, t'es correct. Bon, c'est un bon conseil qu'on pourrait donner aux nouveaux arrivants. Oui. Bah, je te remercie beaucoup, Radi, puis je te souhaite bonne continuation, puis bah, c'est ça, on se reparle bientôt. D'accord. Bonne journée. Ouais, merci. Je te propose ici une autre façon de découvrir le monde. Ouvre grand tes oreilles et tes yeux, mais surtout ton esprit. Car en chacun de nous sommeille un esprit nomade qui souhaite se réveiller.